Bonsoir, il est 23h sur Europe 1, l'heure de notre rendez-vous. Parlez-moi de vous au 39 21. Je suis tout à votre écoute jusqu'à 1h. C'est Paul et Asiba qui vous accueillent au 39 21. Et c'est Philippe Chartier qui réalise l'émission. Vous pouvez également intervenir par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Pierre. Est-ce que vous êtes avec nous? Pierre, vous êtes là? Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, vous voulez me parler de la relation que vous avez avec une femme qui est compliquée par le fait que le fils de cette femme est schizophrène. Voilà. Et donc, bon, je sais qu'elle m'aime et tout, mais pour elle, c'est difficile de le laisser, quoi, parce que du fait qu'il soit schizophrène et... moi, ça me pose quelque part un problème, tout en comprenant que, mais bon, j'ai du mal à... Il a quel âge, son fils? Il a 27 ans. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par le laisser? C'est-à-dire, comment, dans quel contexte vit son fils? Il vit avec elle? Il vit avec elle, bon, elle est toujours chez elle, bon, elle est... comment ça s'appelle, elle était mariée, mais bon, elle fait chambre à part avec son mari. Bon, il sait que bon, il n'y a plus de sentiments entre eux, quoi. Mais elle, quelque part, elle se sent pas de laisser son fils seul avec son père, quoi. Ah oui, mais elle est toujours avec son mari, quand même. Oui, donc vous parlez du fils, mais il y a quand même aussi... le fait qu'elle n'est pas séparée alors de son mari, peut-être pour les raisons que vous dites, même certainement, c'est parce qu'elle ne veut pas le laisser avec son mari, mais après tout... C'est ce qu'elle me dit, oui. S'il n'y avait pas de problème de mon fils, elle m'a dit en tant que je serais partie, quoi. Oui, mais pourquoi alors elle pourrait se séparer de son mari et continuer à s'occuper de son fils? Vous voyez, pourquoi en se séparant, elle devrait le laisser à son père? C'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'elle me dit que c'est pour elle, c'est déjà dur en tant que, bon, elle qui le connaît, bon, c'est son fils, donc elle le connaît bien. C'est très difficile, j'étais oui. passé la semaine. L'an dernier, j'étais passé une semaine chez elle, alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais là, ou parce qu'il était dans une mauvaise période, mais enfin, il a, comme on dit, pété les plombs, et il a été obligé d'être hospitalisé en urgence, quoi. Il est resté 2 mois hospitalisé, alors bon. Pas elle, mais sa fille, elle a une fille qui a 30 ans, qui m'a fait comprendre, donc il m'a dit, oui, si t'étais pas venu à la maison, voilà, bon. Et alors, le père était où pendant ce temps-là? J'étais chez elle. Oui, j'ai bien compris, donc le père était où? Parti en voyage, en vacances. Oui. Donc j'étais seul avec elle et son fils. Et ça s'est mal passé. Bon, il a fini par péter les plombs. Ils ont été obligés de l'hospitaliser et tout, quoi. Alors bon, sa fille après m'a dit, oui, t'aurais peut-être pas dû venir parce que bon, alors est-ce que c'est ça peut-être effectivement tout ça n'est pas très clair et ça a pu déclencher chez lui une crise, le fait que vous veniez en lieu et place du père. Bon, mais si vous voulez, la situation, je pensais, si vous voulez, que vous n'aviez pas mentionné que cette dame était encore en couple avec son mari, même si de fait elle ne partage plus aucune intimité avec son mari. Je pensais que c'était la relation avec elle qui était compliquée du fait de la présence de son fils. Alors c'est là où, si vous voulez, il intervient quand même cet autre élément qui est le père. Peut-être que aussi le fait d'être à deux. Et même si, en tant que couple, le couple ne fonctionne plus en tant que tel, en tant que parent, elle a un soutien de cet homme par rapport à son fils. Pas franchement, Parce que bon, il va en hôpital de jour, 2 fois par semaine. C'est elle qui s'occupe pour le réveiller, pour le lever et tout, quoi. Lui, il ne fait rien, quoi. Il ne s'en occupe pas du tout.
Oui, il n'est pas présent. Voilà. Bon, il est là pour dire, bon, pour refléter dessus, mais bon, voilà quoi, c'est tout. Et moi, elle me dit si c'était pas Franck, elle m'a dit en tant que je serais là avec toi, bon, voilà. Elle se sent des responsabilités, ce qu'on peut comprendre, c'est terrible, hein, c'est une maladie. Alors d'un côté, c'est une maladie terrible. C'est une maladie terrible où effectivement, ça suppose que l'entourage reste présent, puisque bon, c'est une maladie dont on ne guérit pas, qu'on soigne, mais dont on ne guérit pas. Ça, donc, voilà. On n'a pas encore trouvé de traitement malheureusement pour les guérir. Non. Donc, si vous voulez, mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire vous dans cette situation, puisque si ce n'est, après tout, vous dites que c'est la situation avec le fils qui pose problème. Bon, pour le moment, cette femme, vous la connaissez depuis combien de temps ? Ça fait 3 ans. D'accord. Mais vous voudriez davantage ? Vous voudriez qu'elle vivre avec elle ? Moi, je voudrais davantage, oui, effectivement. Bon, elle vient régulièrement, Oui, vous avez quand même beaucoup de liberté, parce que j'entends beaucoup de liberté par rapport au contexte, puisque vous me dites que vous avez passé une semaine chez elle, alors que le mari était en voyage. Donc bon, oui. Si vous voulez, ça laisse, c'est pas des rendez-vous comme ça cachés. Même si votre relation reste cachée, mais vous comptez beaucoup certainement pour elle. Oui, je compte beaucoup pour elle, puis pour moi, elle compte beaucoup. Quoi, oui, mais ça s'entend, oui. C'est pas, je veux dire. Voilà. Parce que si vous voulez, c'est vrai que la situation de son fils, elle ne peut pas s'améliorer, c'est-à-dire qu'il ne va pas guérir de sa schizophrénie. Donc ça suppose que sa mère devra rester présente. Mais si vous voulez, il y a des personnes schizophrènes, les parents devront rester présentes en tant que soutien et aide. Mais il y a des personnes qui, malgré tout, peuvent être en appartement thérapeutique, peuvent avoir une indépendance, parce qu'à partir du moment où ils ont un traitement, ils peuvent avoir leur appartement, si vous voulez. Voyez, donc c'est aussi pourquoi. Est-ce que finalement elle n'est pas surprotectrice par rapport à ça, et qu'elle n'arrive pas à se détacher, à se défaire de ça? Et est-ce que, je vais même aller plus loin, elle l'utilise pas, cet argument-là, pour ne pas se séparer? Parce que après tout, c'est ce que je vous disais au tout début de notre échange, Pierre, elle pourrait très bien se séparer de son mari, et même si elle voulait continuer à s'occuper comme elle le fait à présent de son fils, qu'il vive avec elle. Oui. Voyez, en étant séparée de son mari, puisque en plus vous dites qu'il n'est pas présent pour son fils. Donc qu'est-ce que ça changerait d'en être séparé? C'est là où je comprends pas, ça tient pas tellement la route. Alors là, je sais qu'elle est en train de faire des démarches auprès de des maisons départementales pour les handicapés, d'accord, justement, puis de l'hôpital psychiatrique pour le faire rentrer dans une structure d'appartement. Mais elle me dit, c'est pas... Si ce n'est, je pense qu'elle ne veut pas vous imposer ça. C'est-à-dire, ce qui est peut-être pour le père, c'est son père, donc il n'est pas présent pour son fils. Voyez, vous dites, il est là pour le rouspéter, ce qui sert à rien, de crier après. Bon, donc c'est elle qui vraiment l'a pris en charge. Alors, si elle fait des démarches pour un appartement thérapeutique, c'est qu'elle envisage, elle se projette dans l'avenir, et elle se dit que il a 27 ans, et que voilà, le mieux peut-être pour elle et pour lui d'ailleurs, ça serait quand même qu'il acquiert une autonomie, et un appartement thérapeutique peut être effectivement une bonne solution, parce que c'est aménagé, il y a des infirmiers psychiatriques qui passent, il y a des éducateurs qui passent tous les jours, c'est très encadré, si vous voulez. Voyez, ils sont pas lâchés comme ça. Et je comprends aussi que si elle se sépare de son mari, ça veut dire, comme vous avez envie de vivre avec elle, peut-être vivre avec vous. Or, vivre avec vous en vous imposant la présence de son fils, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué de vivre avec une personne schizophrène. Moi, une fois, je lui ai dit, à ce moment-là, tu viens, moi, une fois, parce que c'est quelqu'un que j'avais connu à l'âge qu'on avait 20 ans à l'époque, que j'avais perdu de vue, que j'ai retrouvé par hasard il y a 3 ans, quoi. Et j'en avais parlé et tout, et j'avais dit, mais si tu veux, tu viens avec Franck et tout. Mais elle m'a dit, ne donnez pas de prénom, oui.
Tu n'arriveras jamais, elle m'a dit. Tu sais pas ce que c'est, elle m'a dit. Même si je mais elle a raison. Tu ne sais pas ce que c'est. Non, elle a raison. Ça va considérablement. Elle me dit, moi. Ça va considérablement peser sur votre situation. Elle m'a dit, moi, je l'écoute. Oui. On va faire, Pierre, pardonnez-moi, on doit faire une pause. On va filer à Lille et je vous reprends tout de suite après. Retrouver Lionel Gougelot pour le match Lille-Copenhague. Voilà, vous savez mieux que moi. Est-ce que Lille est qualifiée, Lionel? Caroline. Bon. Lille a remporté son match 2-0, comme Copenhague l'avait emporté 1-0. Bien sûr, l'ensemble des deux rencontres, c'est Lille qui se qualifie pour la prestigieuse Ligue des Champions devant un grand stade archi plein, 45 000 spectateurs. Les supporters lillois sont ravis. Donc on retrouvera le LOSC en Ligue des Champions cette semaine, Caroline. Bonne soirée. Merci Lionel, bonne soirée à vous. Voilà Pierre, désolé, mais il y a des amateurs de foot et c'était important qu'ils puissent avoir leurs résultats. Oui, donc je crois qu'effectivement elle a raison, c'est aussi protéger votre relation quand elle vous dit que vous ne pouvez pas envisager ce que c'est. C'est très très lourd comme maladie. C'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit tu peux pas, elle m'a dit il y a un livre qui, si vous voulez, elle m'a dit tu sais pas ce que c'est, elle m'a dit. Il y a deux livres d'ailleurs je sais pas à ce sujet, il y a pour que vous le docteur Nicolas Franck, Nicolas c'est son prénom et Franck c'est son nom de famille, qui a écrit un livre qui s'appelle La schizophrénie, la reconnaître et la soigner. C'est aux éditions Odile Jacob. Donc c'est accessible. Oui. C'est accessible comme lecture et en même temps donc ça permet de voir un peu quels sont juste parce qu'il y a des parents qui peuvent parfois s'inquiéter, c'est une maladie qui touche des gens jeunes malheureusement, les premiers symptômes, donc savoir les repérer, les détecter et puis il en parle parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de cette maladie. Parfois on voit des faits divers terribles, on dit la personne était schizophrène. Dans les faits le plus souvent ils sont dangereux pour eux-mêmes. Les schizophrènes, c'est des... Oui, on les assimile à des fous dangereux. Ils sont plus dangereux pour eux, Elle a raison. Que pour les autres. Elle a raison, c'est vrai. Il y a plus de suicides que d'attaques à personne, à autrui, de crimes, c'est vrai. Et puis il y a aussi un livre qui est très très bouleversant de Stéphane Alexandre qui s'appelle Le coupe-ongle. Comme un coupe-ongle, qui est aux éditions Arène et où il parle de ce qui est arrivé à son fils. C'est-à-dire qu'on a diagnostiqué la schizophrénie chez son fils. Et donc ce monsieur, Stéphane Alexandre, a écrit ce livre, Le coupe-ongle, où il parle de son histoire. Donc peut-être ça vous aiderait, vous, à voir un peu ce qu'il en est de cette maladie. Et c'est vrai qu'elle a raison quand elle vous dit que ça pèserait quand même lourdement sur votre relation. Alors peut-être, quand elle envisage un appartement thérapeutique, vous pouvez lui poser la question, dire mais après, est-ce que si ton fils, si tu savais qu'il était bien, pouvoir avoir un appartement, est-ce que dans ces cas-là, la séparation avec ton mari serait envisageable et est-ce que elle aurait aussi le projet de vivre avec vous? Elle m'avait dit, on en a reparlé, là elle est en train de faire les démarches parce que c'est pas son mari qui s'en occupe, c'est elle. Elle m'a dit je vais prendre ça à bras le corps et puis me battre jusqu'au bout, quoi. Puis elle m'a dit de toute façon si ça se fait, ça sera pas avant 1 an ou 2 parce que c'est toujours long en plus. C'est toujours long ce genre de démarche et tout. Mais elle m'a dit le jour où ça se fait, elle me dit moi à ce moment-là, elle me dit on vend la maison et puis elle me dit moi je m'en vais, quoi. Et voilà. Mais elle me dit moi j'ai dit mais tu viens avec Franck et tout, mais c'est là qu'elle m'a dit tu te rends pas compte, elle m'a non. dit. Alors pour le moment, si vous tenez à elle comme elle tient à vous, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, c'est quand même c'est pas une petite histoire, hein. Vous avez, on retrouve pas tout le temps, on trouve pas toujours quelqu'un avec qui l'on s'entend. Ça vaut peut-être la peine de rester comme vous êtes, en vous voyant comme vous voyez quand même assez souvent. Elle est présente dans votre vie et de voir comment les choses peuvent un peu évoluer. Oui, c'est lourd. Je crois qu'elle vous raconte pas d'histoire. Quand elle vous dit c'est très lourd et pour les parents c'est terrible parce que c'est vrai que quand elle vous dit qu'elle peut pas le lâcher comme ça, c'est-à-dire
même si elle fait des démarches pour qu'il acquiert de l'autonomie, elle sera toujours responsable de lui. Alors vous me direz, les parents, ils se sentent toujours responsables de leurs enfants, même s'ils sont adultes. Mais là, c'est une maladie dont on ne guérit pas, vous voyez, on la soigne, mais donc même dans elle sera toujours sollicitée. C'est toujours, c'est plus qu'un souci, c'est un poids terrible. Voilà, pour les parents, c'est terriblement dur. Moi, je vois l'an dernier, quand j'y avais été passé une semaine, qu'il a pété les plombs, quoi, qu'il a été hospitalisé. Quand on s'est retrouvés seuls tous les deux au lit, elle m'a dit, je sais pas qu'est-ce que tu fais encore avec moi. Elle m'a dit, tu ferais mieux de t'en aller plutôt que de rester avec quelqu'un qui a. J'ai dit, mais non. Si moi, il n'est pas question que je j'ai pas à démissionner, je reste. Elle doit, oui, mais parce que, vous voyez, il y a des moments, ça doit être tellement difficile pour elle. Elle se dit, je peux pas en plus imposer ça, lui imposer ça à Pierre. Donc, c'est vrai que les moments que vous partagez ensemble, ça doit être vraiment des moments des bouffées d'air frais pour elle, des bouffées d'oxygène. Oui. Vous voyez, face à ces lourdes responsabilités qu'elle assume, et depuis un moment, hein, déjà. Oui, ça fait sa vie, elle est ponctuée avec les hospitalisations de son fils, les rencontres. Enfin, voilà, elle fait apparemment, donc elle n'est pas vraiment épaulée dans ce qu'elle vous dit par son mari, donc c'est très lourd à gérer, hein. Oui, moi j'ai même proposé, j'ai dit, parce qu'il y a l'UNAFAM qui s'occupe justement des malades psychiques et tout. Oui, l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques. Et j'ai dit, écoute, je vais m'inscrire. Alors une fois, je lui ai dit, je vais m'inscrire à l'UNAFAM pour aller aux réunions. Elle me dit, pourquoi faire? J'ai dit, parce que je voudrais en connaître un peu plus. J'ai dit... Pourquoi pas? Vous pouvez... je voudrais en connaître un peu plus sur la maladie de Franck. J'ai dit, ça peut vous aider à comprendre, oui. Mais ça doit la toucher de voir que vous vous impliquez. Moi, j'ai envie de mieux comprendre. J'ai dit, même si je sais bien que je le vis pas, mais j'ai envie de mieux comprendre ce que c'est. Rencontrer d'autres personnes et tout dans les réunions. Voilà. Oui, ça, elle vous raconte pas d'histoire. Elle a réagi. Elle vous paraissait. Qu'est-ce qu'elle a dit de votre proposition? Au départ, elle était surprise. Elle m'a dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, pourquoi tu vas. J'ai dit, attends, j'ai dit parce que moi j'ai envie d'en savoir plus sur la maladie de Franck. J'ai dit, moi ça m'intéresse. Ne dites pas trop même son si prénom. C'est pas mon fils, mais ça m'intéresse, que je veux dire. En même temps, peut-être qu'elle a besoin que aussi vous restiez vous un peu en dehors de ça et que vous restiez ce côté des moments où elle peut penser à autre chose quand elle est avec vous. Oui. Voyez, oui, pour que ça ne tourne pas aussi autour de... Elle vit suffisamment ça, elle, dans son quotidien. Mais je comprends que vous ayez besoin de mieux connaître, de savoir ce qu'il en est. C'est pour ça que je vous ai donné un peu ces 2 livres en référence. Il y en a d'autres, hein. Mais pour que vous ayez une idée de ce qu'est cette maladie, ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'elle peut vivre, ce qu'elle vit aussi, ce jeune homme, parce que mieux comprendre ce que tu souffres et tout. C'est terrible, et ce que lui souffre, hein, parce que les personnes schizophrènes souffrent terriblement. Hein. Oui. Bon, c'est une souffrance terrible. Maintenant, je crois aussi que quand vous êtes ensemble, si elle est avec vous, c'est certainement parce que là, il n'y a plus la maladie, hein. Il n'y a plus la maladie de son fils. Vous voyez, elle est aussi par rapport à tout ce que vous lui apportez de bien-être, de douceur. Elle vient chez moi. Bon, donc, voilà. Elle passe 15 jours à la maison. Je veux dire, on ne parle pas du tout. Heureusement. On ne parle plus de son fils ni rien. Bon, voyez, vous voyez quand même assez souvent. Elle vient 15 jours chez vous. Elle vient. Bon, il y a quand même si elle est mariée, une liberté que beaucoup lui envieraient. Donc. Voilà, peut-être que pour le moment, ça va continuer comme ça jusqu'à ce la situation de son fils puisse évoluer. Oui, voilà. Oui. Hein? Voilà. Écoutez, merci en tout cas de votre appel, Pierre. C'est moi qui et vous puis, remercie. J'espère que ces ouvrages vous aideront aussi un petit peu à mieux comprendre. Et puis, les réunions avec l'UNAFAM. Merci. Merci à vous. Merci à vous, en tout cas. Au revoir. Ça m'a fait du bien. Tant mieux. Au revoir, Pierre. Merci beaucoup. Au revoir. Europe 1. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Il ne veut pas se prendre la tête, il dit qu'il n'a pas le temps. Ce n'est pas qu'il soit bête, il est paresseux seulement. Il
comme il tient quand même à avoir des avis. Il prend ce qu'on lui donne et répète ce qu'on lui dit. Il aime quand c'est simple, facile et carré, les vérités sur cintre, le prêt à penser. Benabar, l'agneau. Toutes vos confidences au 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Nadia. Oui, bonsoir Caroline. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. J'ai eu beaucoup de chance en fait, on m'a rappelé tout de suite. En fait, je voulais parler moi de un problème qui m'irrite un peu beaucoup en ce moment et que j'ai avec ma sœur et mon beau-frère. Je précise que moi j'ai 60 ans, je vis seule, je n'ai jamais été mariée, je n'ai pas d'enfant. Vivre seule ne veut pas dire que je sois seule dans la vie. J'ai un métier où je rencontre beaucoup de monde, j'ai des amis, etc. Mais c'est plus ma sœur et mon beau-frère en tant que couple. Évidemment, nous habitons très très éloignés. Je suis dans une région qui se trouve plutôt dans le nord de la France et ils sont dans le sud. Et donc on communique beaucoup par téléphone. Mais c'est un couple très 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 fusionnel. Oui. Par exemple, lorsque je téléphone, en fait, je me suis rendu compte, maintenant je le sais, mais ce n'était pas précisé, mais maintenant je le sais, que automatiquement le haut-parleur est mis. Ah oui. Donc, absolument. Donc, en fait, la conversation, j'ai eu beaucoup de surprises les années passées, mais là, maintenant, je connais le fonctionnement et quand je vais chez eux, j'ai vu, en fait, que automatiquement, si l'un est appelé, évidemment s'ils sont présents ensemble, je ne peux parler à ma sœur seule que s'il est absent. Oui, je comprends, parce que sinon, si c'est votre sœur qui décroche, elle met systématiquement le haut-parleur ou c'est lui qui vient le mettre? Systématiquement le haut-parleur. Non, tous les deux. Elle met systématiquement le haut-parleur s'il est là, et vice-versa. Et vice-versa. Ça veut dire que tout est fait à deux. La cuisine est faite à deux. Enfin voilà, dans les conversations, lorsqu'il y a un désaccord sur des sujets qui ne nous concernent pas forcément personnellement, j'ai un peu l'impression, enfin je n'ai pas l'impression, j'en suis persuadée que j'ai presque l'impression, je dis bien j'ai l'impression, qu'il est là, comme s'il la protégeait, un peu comme s'il montait la garde. Parce que ma sœur a un complexe vis-à-vis de moi, ça c'est vrai. Mais un complexe de quel ordre? Disons un complexe, peut-être je dirais d'ordre intellectuel. J'ai fait des études plus poussées. Oui. Alors qu'elle n'a pas pu en fait, et je crois que depuis que leurs filles ne sont plus là, depuis que voilà, j'ai l'impression que plus ils avancent et plus j'ai presque l'impression que, enfin, je n'arrête pas de dire j'ai l'impression, du moins c'est mon ressenti. Ben oui, c'est ce que vous j'ai l'impression quand je suis avec eux, alors que je connais d'autres couples, j'ai d'autres couples d'amis, et quand je vais chez ces amis, je vois bien deux personnalités distinctes. Voilà, Isabelle et Isabelle, et son mari et son mari. Si je parle à Isabelle, son mari ne me répond pas à sa place. Oui, alors que entre votre sœur et votre beau-frère, absolument, c'est comme vous savez plus, ils se fondent l'un en l'autre. Je ne sais vous savez plus à qui vous adresser. Ben là, c'est parlant l'exemple que vous donnez. Vous pourriez éprouver le besoin de dire des choses à votre sœur et uniquement à votre sœur. Absolument. Et sans que sans faire des secrets mais de parler à votre sœur. Vous n'avez pas le même lien à votre sœur et avec votre beau-frère, même si vous appréciez beaucoup votre beau-frère ou à votre beau-frère d'ailleurs. Mais
Absolument, j'apprécie beaucoup mon beau-frère. C'est d'ailleurs moi qui lui ai présenté, en fait. Mon beau-frère était mon collègue, enfin, il y a très très longtemps, dans les années 70. Donc, c'est comme ça, dans une soirée... que voilà, puis j'avais fait à l'époque un petit peu le facteur entre eux ou la factrice. J'apprécie beaucoup mon beau-frère, mais pas en ce moment du tout. En ce moment, je ne peux pas les voir tous les deux. En ce moment. Pourquoi alors en ce moment ça ne vous supportez plus? Oui. Parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça, j'imagine, ou ça va en s'accentuant? Depuis que ça se voyait moins lorsque les deux filles étaient là. Oui, bien sûr. Ça se voyait beaucoup moins parce que les filles ont grandi, hein, elles ont leur vie, elles sont avec leurs compagnons. Oui. Et depuis qu'ils sont tous les deux, ils ont une maison, qu'ils ont agrandi, etc. Ils surveillent la maison comme le lait sur le feu. Chaque année, il y a un chantier. J'ai l'impression que le matériel a pris... Bon, ça c'est leur vie, ça ne me regarde pas. Mais les coups de téléphone, c'est toujours très, très programmatique. J'ai la liste de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils... Voilà. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de place pour vous ? Ah ben oui, c'est ce que j'ai dit à ma sœur, oui. Et vous lui avez dit ? Oui. Je lui ai dit ça il y a 2 ans, quand elle m'a téléphoné un soir où j'étais vraiment très très fatiguée. Et c'est elle qui m'a téléphoné et c'est elle qui me dit qu'elle a besoin de me parler lorsque son mari ne comprend pas certaines choses. Elle pense que moi, je vais pouvoir comprendre et je vais pouvoir en parler avec elle. Elle me fait beaucoup confiance. Oui. Et donc, elle m'a téléphoné et c'est très, très fréquent que pendant notre conversation téléphonique, il a interrompu à 2 reprises. Et alors qu'elle me sollicitait et que moi j'étais partie, c'est un problème familial qui nous préoccupe beaucoup au sujet d'une sœur malade, et lui ne supporte pas que nous parlons de notre sœur malade. C'est-à-dire qu'il intervient dans la discussion. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il ne supporte pas selon vous ? Qu'il y a un tiers dans la... Bon, on a une sœur qui a eu, plus maintenant, Dieu merci, mais qui a eu des épisodes d'alcoolisme, etc. C'est vrai qu'elle est allée chez eux, qu'elle a fait beaucoup de problèmes, enfin, elle a fait des problèmes à tout le monde, etc. Mais il est resté très, très rancunier. Et en fait, ce qu'il ne supporte pas, en fait, c'est ce que je crois maintenant déceler, ce qu'il ne supporte pas, c'est toute chose qui perturbe leur fusion, qui perturbe la fusion, absolument. Parce que mon autre sœur est plus proche géographiquement, beaucoup plus proche. Ils sont à 20 minutes en voiture. Et quand il y a quelque chose, c'est ma sœur qui est proche, donc sa femme. Tout ce qui peut la perturber et la préoccuper lui pose problème. Bon, je peux comprendre, parce que ma sœur malade est un véritable problème. Mais elle a voulu en parler avec moi, mais il l'a interrompu à 2 reprises et je reprends... Pourquoi vous ne, pardonnez-moi de vous interrompre, mais pourquoi vous ne dites pas, parce que je comprends le fonctionnement du couple qu'il forme, et donc évidemment c'est très compliqué, vous savez plus finalement il y a plus de distinction, enfin c'est une espèce c'est le propre de la fusion, on ne sait pas qui est qui, il y en a un qui disparaît complètement, donc vous là-dedans pour trouver votre place. Alors, je ne sais pas quelle relation, peut-être vous avez le sentiment un peu de perdre votre sœur. Et en plus, ce schéma est très éloigné de ce que vous vivez, vous. Il est même à l'opposé de ce que vous vivez, vous. Complètement. Alors, est-ce que déjà, vous pourriez pas quand même, parce que vous n'allez pas les changer, c'est leur mode de fonctionnement, mais vous pouvez quand même dire, par exemple, quand vous appelez votre sœur, que y a vous lui parlez à elle,
Et que cette histoire de haut-parleur systématiquement mis, vous n'avez pas envie de ça. C'est à elle que vous vous adressez. Ou si vous voulez parler à votre beau-frère, vous lui direz un petit bonjour après, vous lui parlerez à lui. Il n'y a pas de place pour l'intimité, et ça vous gêne. Or finalement, il y a bien des moments où elle en a besoin de l'intimité. Absolument. Quand finalement il y a quelque chose qui fait différence entre eux, c'est-à-dire qu'au fond ce qui lui renvoie, ça ne lui convient pas. Là, elle est renvoyée un peu à une forme de solitude, elle se sent pas comprise. Oui. Okay. Bon. Voilà. Et là, elle se tourne vers vous. Absolument. Donc, vous pouvez dire, je ne veux pas être là simplement dans ces moments-là. Bien sûr que je peux être là, mais pas simplement dans ces moments-là, parce que vous pouvez lui dire que vous aussi, vous avez besoin de lui parler. Aussi à elle. J'ai vraiment l'impression de... Là, ça vous éloigne. J'ai vraiment l'impression de perdre ma sœur. Voilà. C'est pour ça aussi que ça vous irrite, parce que vous dites vous leur en voulez. Mais c'est pas. Il y a eu d'autres incidents aussi où ils m'avaient laissé les clés de leur maison et j'étais dans leur maison avec une amie et ils me téléphonaient et puis d'un portable. Ils avaient des problèmes et il m'a dit à un moment donné, il s'est avéré qu'ils n'étaient vraiment pas loin dans la région. Ils étaient à peut-être une trentaine de kilomètres là, dans la nature, mais ils ne rentraient pas chez eux. Ils voulaient prolonger leurs vacances. Et quand ils sont rentrés, lui, il a dit, mais on était là, je dis pas l'endroit, mais on était là. Mais nous nous sommes dit, mais y a-t-il une raison pour que nous rentrions chez nous? On a fait le tour, il n'y en avait aucune. Et moi je l'ai regardé et j'ai dit, mais j'étais là. Oui, vous avez bien fait, parce que quand même c'est agressif de dire ça. C'est agressif, oui. Comment il a réagi quand vous lui avez dit j'étais là? Oui. Dire c'est gentil pour moi. Et là il a évité. Enfin, elle s'est tue. Oui. Je reproche à ma sœur aussi de se taire, de me lâcher et de le suivre en fait. Oui, clairement. Mais c'est-à-dire le problème dans la fusion, c'est que on n'arrive plus à exister dans la fusion. Il y en a quand même un qui prend le dessus sur l'autre. Absolument, voilà. c'est ça. Bon. C'est ça, oui. Là, il y en a plus qu'un, et un, c'est qui finalement. On voit bien qu'au fond, dans cette fusion, vous semblez dire que votre beau-frère tire un peu les rênes. Bon, en l'occurrence, là, vous avez bien fait de lui dire j'étais là, mais vous auriez même pu être un petit peu plus rentre dedans, en lui disant c'est très gentil pour moi, je te remercie. J'ai dû dire quelque chose comme ça. Vous avez bien fait de dire vraiment, je voulais pas. Et même en vous adressant après à votre sœur, dire franchement, moi ça m'aurait fait plaisir de vous voir, mais je vois que c'est pas partagé. Oui. Faut pas hésiter. Et je crois que là aussi votre sœur, vous pouvez en reparler. Il s'agit pas Il vaut mieux d'ailleurs d'en reparler comme ça à chaud que de ruminer pendant des semaines, des mois, voire des années. Dire que vous avez été déçus. Parce que vous auriez bien aimé les voir, la voir. Et là, c'est vrai que ça vous a refroidi. Oui. Et puis c'est l'occasion de lui dire, oui, ce fonctionnement, moi j'aimerais par moment de parler, mais c'est plus c'est on tout le temps. Ça fait que j'ai le sentiment de m'éloigner, qu'on s'éloigne, et ça me rend triste. Oui, c'est vrai. Voilà, je vous remercie. Voilà, parce que je me demandais si c'était moi qui me faisais des films dans ma tête. Je me suis posé la question, est-ce que je suis jalouse? Mais non, non. Mais vous avez le droit de souffrir de la distance qui s'installe avec votre sœur. Parce que vous aimez votre sœur, elle compte pour vous. Alors c'est vrai que vous avez des modes de vie très différents, mais pour autant, je trouve que ça sera un argument un peu facile de vous renvoyer que c'est la jalousie qui vous fait parler. Parce que vous pouvez, c'est pas parce que vous n'êtes pas mariée, que vous n'avez pas d'enfant, que vous ne pouvez pas être heureuse dans votre vie. Vous voyez, vous avez un mode, vous l'avez dit, de vie différent, mais en même temps, c'est vrai que peut-être aussi parce que vous n'avez pas, la famille que vous avez construite, et c'est pas de jalousie, que vous êtes d'autant plus attachés
aussi à ces liens. En fait, c'est moi qui suis en demande, en fait. Mais oui, bien moi, sûr. oui, Vous êtes, et ça se comprend parce que vous n'avez pas construit de famille, votre famille. Non. Donc, évidemment, les liens que vous avez avec votre famille d'origine, c'est important et ça vous angoisse de les perdre. Et finalement, cette forme, ce que vous percevez, cet éloignement, où vous angoisse et vous fait souffrir. Et c'est parfaitement légitime. D'accord. Et je crois qu'il est important de lui dire, parce que c'est votre sœur, je peux le comprendre, et c'est pas elle est dans un autre mode de fonctionnement, donc elle est certainement moins en demande, même si vous comptez beaucoup pour elle, vous le dites, quand il y a quelque chose dont, elle a besoin de parler, besoin de se confier, c'est vers vous qu'elle se tourne, donc elle peut d'autant plus comprendre que vous aussi, ce lien est important. Donc ça serait dommage de laisser de la distance s'installer entre vous deux. Non, mais je sens que là, en ce moment, c'est pas trop le moment. Oui, parce que vous sentez un peu... Je sens. Mais sinon, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, en lui disant quand j'appelle, quand il vient... Mais parlez-lui, je crois que ça va toujours mieux en le disant. D'accord, Caroline. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci de votre confiance. Et bonne soirée. Bonne soirée, Nadia, au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir, Émile. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, attendez, voilà. Donc, je vous appelle ce soir. Oui. Parce que j'ai un souci, plutôt d'avenir, on va dire. D'accord. Donc, je suis en vacances scolaires depuis le mois de juillet. Et donc, je passe en terminale à partir de la semaine prochaine. En bac pro-vente. Donc, c'est une année importante. Donc oui, voilà. Oui. Donc, je suis en bac pro-vente, donc j'étudie le métier de commercial. Et je suis dans une filière qui ne me plaît pas du tout. Donc, en sachant que je ne veux pas faire ce métier-là. Et j'hésite à arrêter, tout simplement. Parce que j'ai pas envie, tout simplement, c'est ça. Et puis, parce que... Vous n'avez pas envie de quoi? De faire ce métier? Oui, exactement. Et puis, donc ça fait déjà 3 ans que je suis en bac pro, donc j'étais en commerce d'abord. Et donc je suis en bac pro vente depuis 2 ans, j'ai changé de filière, donc ce que je n'aurais pas déjà dû faire. Et puis, voilà quoi... Beaucoup de pression qui arrive. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous? Alors, plutôt dans le métier artistique. Oui, donc, et quoi? Théâtre. J'ai d'ailleurs des convocations pour plusieurs castings télé qui arrivent. Donc, je croise les doigts. Et donc... et c'est pour ça qu'on vous a plutôt conseillé un bac professionnel, parce qu'en disant si c'est un peu aléatoire, au moins vous aurez un métier entre les mains, comme on dit. Ça rassurait votre entourage ou... c'est surtout que les professeurs ne m'ont pas fait passer en secteur général, n'ont pas voulu me laisser continuer en général, donc je n'ai pas vraiment eu le choix. D'accord. Donc voilà, c'est à contre-cœur, parce que j'ai fait quelques erreurs scolaires déjà. J'ai voulu aller dans un lycée hôtelier pour apprendre le métier de cuisinier qui ne m'a pas plu. Donc je suis retourné en général après être parti en professionnel. Et l'année de générale a été une sacrée erreur aussi, on peut dire. Je n'ai pas réussi du tout l'année scolaire générale de 3e. Et puis, retour en professionnel. Oui, puis, mais pour autant, vous avez quel âge, Émile? 18. Bah oui, donc ça va. Vous n'avez pas de retard. Non, mais c'est pas... Et puis, c'est vrai que mon année de première a été difficile. Donc, je vous avais appelé il y a depuis au mois d'octobre. Oui. Pour un problème de relation à distance. Et donc, cette relation à distance m'a fait tomber dans la drogue. Et donc, j'ai une nouvelle amie depuis maintenant 2 mois. Exactement 2 mois depuis aujourd'hui. Qui m'a fait totalement arrêter la drogue. Et le problème, c'est Qu'est-ce que vous preniez, la drogue, c'est-à-dire? Du shit. D'accord. Et le problème, c'est que en retournant à la ville où est mon lycée, j'ai peur de retomber dedans, tout simplement. Et j'ai très peur de ça. Et je suis désolé, je suis un peu ému parce que c'est une... voilà quoi.
Et j'ai peur déjà de ça et j'ai pas du tout envie de retourner là-bas, quoi. Et Mais vous avez pas envie de retourner là-bas pour quelle raison? Bah déjà pour ça et puis parce que j'en ai marre de me faire chier, quoi. Tout simplement, je suis désolé d'être vulgaire, mais voilà, Oui, mais ça serait, je comprends bien, mais comment vous envisagez les choses pour l'avenir? Parce que là, c'est finalement la dernière année. Oui. C'est ça. Ça veut dire que tout ce que vous auriez fait là, ça serait pour rien, parce qu'après tout, que vous n'ayez pas envie de faire de la vente, Émile, c'est votre droit. Mais je veux dire, on sait aujourd'hui que le bac, c'est un passeport. Voyez, pour faire autre chose. Vous avez votre bac, et après vous ferez bien ce que vous voudrez. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire là concrètement, en arrêtant? En arrêtant, j'avais pour projet d'entrer dans une école de théâtre à Paris. Oui, mais rien ne vous empêche de le faire après. Oui, mais voilà. Parce qu'une école de théâtre, bien sûr que vous pouvez le faire, mais ça vous laisse quand même une possibilité. Aujourd'hui, c'est embêtant. Tant que vous êtes dans le système scolaire, dans le circuit scolaire, c'est embêtant quand même de lâcher l'année de la terminale, l'année où vous pouvez avoir, qui vous donne ce diplôme qui, après... Bon, c'est un passeport aujourd'hui quand même, le bac. Là, ça veut dire que vous retomberez au niveau du BEP, hein. C'est pas génial quand même, hein. Je veux dire sans qualification. C'est ça, je veux pas dire que le BEP c'est pas génial, mais par rapport à ce que vous voulez faire, on sait jamais. Il faut mettre le maximum d'atouts de votre côté. Je dis pas après il y a des tas de comédiens qui ont pas le bac, c'est pas le souci. Mais je vous dis ça. J'aime pas. Habituellement, je parle pas de moi. Mais je comprends votre parcours. J'ai fait moi-même un bac professionnel où normalement je me destinais. Enfin, c'était le secrétariat médical. Vous voyez. Bon, et effectivement, parce que moi, j'avais envie, comme vous, à votre âge, de faire du théâtre. Bon, alors c'est vrai que dans mon entourage, mes parents, ça les faisait plutôt flipper, étant en province, dire voilà, partir faire du théâtre à Paris. Bon, ils disaient oh là là, bon, j'aurais pu rester dans le général, mais dire on va la mettre dans un circuit professionnel. Au moins, elle aura quelque chose à sa sortie si elle fait du théâtre et que ça marche pas et que bon. Et je me suis profondément ennuyée pendant ces 3 années, pour ne pas dire plus. Effectivement, ça a été vraiment pénible. Mais finalement, ça m'a pas empêché de continuer par la suite. D'ailleurs, bon, après, ça me concerne moi, mais je me suis rendu compte que le théâtre, c'était pas mon truc, parce qu'au départ, je me disais, vie va avoir plusieurs vies, se glisser dans la peau de personnage, et puis je me rendais compte qu'en fait, j'aime pas jouer à être quelqu'un d'autre, quoi. J'aime trop l'authenticité, la sincérité pour le côté jeu ne m'intéresse pas en lui-même. Donc en fait finalement je me suis dirigée vers la psychologie et là ça m'a passionnée. Mais donc il y a toujours la possibilité, si vous voulez, ce bac professionnel, ça ouvre, c'est un passeport après. Ça peut permettre, si on veut reprendre des études, si on veut faire autre chose, peut-être que vous ferez du théâtre et que vous allez devenir un grand comédien, faire ce qui vous passionne. Mais là, aujourd'hui, tout lâcher, ça serait dommage. Ah oui, mais bon... surtout, non, mais parce que... oui, là, vous êtes trop dans le côté immédiat, quoi. Parce que les castings, c'est une chose. Enfin, les castings... Oui, je sais. Les castings, vous savez, il y a beaucoup de... Vous êtes nombreux, il y a peu d'élus, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est... Qu'est-ce qu'il en est de ces castings? C'est des castings pourquoi? Donc j'en ai un la semaine prochaine à Bruxelles pour The Voice Belgique et un dans 3 semaines pour la nouvelle star qui reprend sur Direct 8. Ouais, mais ça c'est vous voulez quoi ça? C'est pas du théâtre ça? Oui, mais c'est parce que je suis... Vous chantez aussi? Voilà, exactement. Oui. Donc il y a 2 parties, mais voilà. Mais vous voulez être connu, j'ai l'impression, c'est ça? Ouais. Oui, mais enfin, en général, après, voilà, c'est ça, il y a ce côté-là. Je veux dire, il y a ce côté-là, mais bon, c'est vrai que c'est depuis tout petit. Mais rien ne vous empêche d'aller, après tout, aller à votre casting. Mais que ça vous empêche pas de parallèlement d'aller aussi en terminale.
Oui, mais j'ai pas la motivation, c'est ça qui me... Bah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire si vous vous retrouvez le bec dans l'eau? Parce que vous allez faire des castings de casting en casting. Vous allez voir toujours les mêmes et... Parce que bon, c'est vrai que je me rappelle... Et finir dans une émission de télé-réalité, enfin, je sais pas, c'est pas non plus le summum, hein. Parce que moi, je me rappelle de l'année dernière, de ma rentrée de l'année dernière, j'étais vraiment impatient d'entrer en première. Et là, j'ai complètement perdu le sentiment de retrouver, que ce soit mes profs, mes amis, j'ai vraiment envie de rien. C'est... voilà, Non, vous n'avez pas envie de rien. Vous avez envie, ça serait plus préoccupant, vous avez envie de passer des castings, de vous inscrire dans une école de théâtre et autres. Mais pourquoi ne pas le faire? Mais je veux dire, je trouve que c'est dommage de pas... Vous avez déjà fait 2 années, si je comprends bien. Oui. Bon. Il vous reste 1 an à faire. Ouais, ça sera beaucoup plus dur si vous décidez plus tard. Rien n'est jamais impossible, hein, mais ça sera beaucoup plus dur si vous décidez plus tard de vous remettre dans un circuit scolaire. Parce que là, vous avez quand même des automatismes, vous êtes habitué à travailler d'une certaine façon. Il y a une organisation, il y a l'acquisition des connaissances. C'est beaucoup plus dur quand on veut reprendre des études. Rien n'est jamais impossible, mais c'est plus dur. Moi, ma sœur m'a dit, j'en ai parlé avec ma sœur, et puis... elle m'a dit, écoute, t'as fait déjà 2 ans. Elle m'a dit pareil que vous. Elle m'a dit, t'as fait 2 ans. Bah oui. Là, t'as l'impression que ça va que ça va durer une éternité pendant 1 an. Alors que dans ma tête, je sais que je me dis que ça va durer super longtemps, que je vais vraiment trouver le temps long, alors que finalement non. Mais voilà. Voilà, à votre âge, ça passe. On se dit, voilà, ça a l'air d'être très long, 1 année. C'est vrai que finalement, ça passe très très vite. Et là, on est au début de l'année. Vous n'êtes pas motivé, vous dites, je veux pas faire de la vente. C'est très bien. Vous vous dites pas, je vais faire de la vente. Vous vous dites, il faut que j'ai cette année, il faut que je bosse, que j'ai ce bac. Il y a quelqu'un qui envoie un message en disant, moi-même, j'ai changé d'orientation de multiples fois, mais j'ai toujours obtenu mes diplômes. Et cette personne dit, pourquoi ne pas commencer par des cours de théâtre en attendant la fin du bac? Rien ne vous empêche déjà, effectivement, cette année, de prendre des cours de théâtre. J'ai, en fait, dans mon établissement, on a une activité qui s'appelle le lycée du matin. C'est comme en Angleterre, en fait, 2 jours par semaine, à partir de 15h, on a des activités. Et dont l'activité théâtre, et 1 fois par an, on se produit sur une scène dans un théâtre de la ville. Donc, ce qui me permet déjà de faire c'est vrai que c'est une petite expérience, c'est pas vraiment des vrais cours de théâtre, c'est 2 heures par semaine, et puis au final, une représentation. Donc ça, c'est ce qui me permet de en parallèle, faire un peu de théâtre. Et puis c'est vrai que moi, depuis que je suis tout petit, de me retrouver sur une scène devant un public dans le noir, c'est le seul endroit où je suis à l'aise, où j'ai vraiment le plaisir que je n'ai nulle part ailleurs. Bon, mais c'est pour ça, je veux dire, c'est peut-être que là, dans cet endroit-là, vous vous sentez exister, donc je vous dis pas d'arrêter de ne pas continuer. Je crois que, comme le dit cet auditeur ou cette auditrice, vous pouvez très bien, en faisant ce que vous faites là, et peut-être même, je sais pas, dans vos temps libres, faire quelque chose encore en plus autour du théâtre, si vous en avez le temps, et le loisir, on a bien compris que ça c'est une passion. Bon, mais vous pouvez mener les 2 de front et vous verrez bien après. Il y a quelqu'un qui dit, allez, passez ce bac vente, même si vous ne vous destinez pas à cela, vous en retirez toujours quelque chose, ne serait-ce qu'à apprendre à vous vendre. C'est pas idiot ça. On va accueillir Cathy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Bonsoir à votre interlocuteur. C'est Émile. Alors vous avez 19 ans? Exactement. Je souhaiterais réagir à son intervention. J'en perds mes mots en fait. Son intervention, parce que j'ai été exactement dans la même situation. En 3e, j'ai voulu faire un bac général, mais ils n'ont pas accepté parce que j'avais pas soi-disant de bonnes notes.
Donc j'ai été orientée dans une filière professionnelle. J'ai fait un bac pro commerce. Et la première année, ça allait. La deuxième année, ça me plaisait plus du tout. Et à la troisième année, j'ai aussi envisagé d'arrêter. Mais je me suis dit qu'il me restait qu'un an. Et que ça faisait toujours un pied à terre. Au cas où, si, en me changeant de domaine, si je voulais plus tard faire autre chose. Des fois, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas toujours du boulot dans ce qu'on veut. Donc avoir un bac, c'est très important. Et malgré que ça ne nous plaise pas, il faut faire l'effort d'essayer de le passer. C'est très important au jour d'aujourd'hui de l'avoir. Oui. Malgré qu'il n'aime pas ce qu'il fait, je pense que ce serait vous avez bien raison. qu'il continue au moins cette dernière année. Quand on voit le chômage, à quel point ça touche les gens, 3 millions de chômeurs quand même, c'est un chiffre terrible, particulièrement les jeunes, et particulièrement les jeunes qui... non, il y a un petit souci, c'est sur la ligne, vous inquiétez pas. Particulièrement les jeunes qui n'ont pas de diplôme, il faut quand même le répéter. Donc, je veux dire, oui, quand on dit passe ton bac d'abord, ça reste d'actualité. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui envoie un message en disant le théâtre est une affaire sérieuse et ça demande une solide culture générale. Donc, je veux dire, c'est pas trop d'aller jusqu'au bac, parce que même, alors bon, effectivement, vous êtes dans un bac professionnel. Alors là, effectivement, le côté bac littéraire, bon, conviendrait mieux. Bon, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous allez repartir maintenant en bac littéraire, perdre encore du temps ? Non, vous êtes là-dedans. Bon, après, il y a des gens qui ont fait d'un peu de philo, des textes. Enfin, ça aide aussi. Donc, vous voyez, pensez pas que parce que vous allez arrêter, là, vous allez arriver cuit les petits oiseaux, le premier dans le cours de théâtre et qu'on va vous attendre. Non, on vous attendra pas. Là aussi, il va falloir batailler. Et ce que vous faites, ce que vous apprenez, ça compte quand même. Il y a Lilia qui dit « Tenez bon, Émile, encore un an. Le bac, vous pourrez par la suite suivre des cours de théâtre et tester votre talent. » Et même maintenant, d'ailleurs. Il y a pas. Alors là, pour le coup, ce que vous faites déjà, peut-être vous inscrire à autre chose en parallèle. Il y a Katia qui dit « Surtout n'abandonnez pas. Mon fils a tout abandonné. Total à 18 ans. Il n'a aucun diplôme et actuellement, il est complètement perdu. » Donc oui, si vous voulez le côté, je suis d'accord avec ce côté culture générale aussi. Moi, je pense que la culture générale, on n'en a jamais assez. On va dans un bac professionnel, voilà, on n'en a jamais assez. C'est vrai qu'on en va dans un bac professionnel, on n'a pas cette culture, on est un peu sorti du système, je dirais. Mais après, quand on aime le théâtre, on aime la lecture, on aime découvrir des choses. Et je pense que ça pourrait beaucoup l'aider. Rien qu'en ouvrant un bouquin, je pense déjà ça pourrait l'ouvrir plus de perspectives. Merci beaucoup Cathy pour ce raisonnement très sage. Merci. Plaisir d'être passée sur votre Vous faites émission. quoi vous Cathy ? Au jour d'aujourd'hui, je vais commencer une filière psychologique. D'accord. Bonne chance alors. Bonne chance jeune fille pour l'avenir. Au revoir. Merci beaucoup et bonne chance au jeune homme et qu'il ait son bac. Avec mention s'il le peut. Alors on va lui mettre un peu la pression. Il y a Brigitte qui dit mettez toutes les chances de votre côté. Non, je plaisante. Mettez toutes les chances de votre côté pour votre avenir, ce bac et des cours de théâtre par ailleurs. Quelqu'un dit le bac est un passeport pour la vie. Faites du théâtre parallèlement à vos études, mais n'abandonnez pas vos études. J'ai 15 ans, je rentre en seconde générale et pourtant à la fin de la 4e, je souhaitais tout arrêter. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je souhaitais donc téléphoner pour le jeune homme dont j'ai pas le nom. Émile, et parce que son histoire m'a un petit peu parlé, dans le sens où j'ai un fils qui a 20 ans, qui a eu son bac l'année dernière, donc en 2010, et ça a été une bataille de plusieurs années entre lui et moi. Lui disant ça sert à rien, etc. Je vais faire une filière courte ou alors j'arrête, j'en ai marre. Donc il était un petit peu en colère contre le système, je dirais. Et puis j'ai essayé de tenir bon, d'amener plein d'éléments pour qu'il puisse y aller. Et alors, parce que je vois qu'il va être minuit, qu'est-ce qui s'est... Pour faire bref, il a fini par y aller, par passer donc un bac. Et puis après, il a fait donc une année de licence à la fac, mais ça lui a pas vraiment plu. Là, donc il voulait s'arrêter. Et en fait, il a peut-être raccroché une autre école. Et je me dis que si j'avais pas fait ça, donc il n'aurait pas pu faire cette école. Et il est heureux de ce qu'il fait, de cette école.
Ce projet prend forme, oui, tout à fait. Ouais, bon. oui. Donc je pense qu'il faut qu'il l'encourager. S'accroche. Oui. Allez, passe ton bac d'abord, Émile, et puis après, nous nous rappelle et on verra par rapport. Mais il ne faut pas abandonner vos projets de théâtre pour autant, hein. Voilà. Bonne chance, jeune homme. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1 jusqu'à 1h. Alors, je vous invite à appeler le 39 21 pour me parler de vous et de votre vie. Mais aussi, vous pouvez faire ce numéro pour réagir aux différents témoignages. Vous avez également Internet à votre disposition, europe1.fr ou les SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors des mails justement qui arrivent pour Émile qui va avoir 18 ans, qui va rentrer en terminale d'un bac professionnel vente. Émile qui ne rêve que d'une chose, faire du théâtre et qui presque a envie de décrocher, de ne pas faire cette année de terminale tellement il est pressé de rentrer dans une école de théâtre. Alors il y a Agnello qui nous envoie un petit mail pour dire j'ai pas de téléphone, je vous écoute du Canada, mais surtout dites aux gamins qu'il déconne pas et qu'il passe son bac. On est tous passés par là. J'ai été virée en première, total 5 ans de zone, c'est pas une vie. Laurence de Picardie qui dit surtout Émile, n'abandonnez pas vos études, gardez cette option, on ne sait jamais, cela peut vous servir dans l'avenir. Parfois, les rêves ne sont pas atteints immédiatement. Bonne chance à vous. Et on a également Geneviève qui alors a appelé le 3921. C'est dommage, Geneviève ne souhaitait pas intervenir directement. C'était suite au témoignage de Pierre qui donc avait une relation avec une femme dont le fils était schizophrène et Pierre s'impliquait beaucoup dans cette relation, cherchait à comprendre ce qu'était cette maladie notamment. Geneviève dit « J'ai un fils schizophrène et je voudrais conseiller à Pierre de soutenir sa compagne mais sans s'impliquer trop par rapport au fils. Notre fils a aussi tenté de semer la zizanie dans notre couple », dit Geneviève. Un petit message de Benji qui dit « J'étais un passionné de théâtre. Mes parents m'ont obligé à aller jusqu'au bac et je les remercie encore beaucoup aujourd'hui, dit Benji. » Allez, un peu de musique et après nous accueillerons Michel. Toutes vos confidences au 39 21. 34 centimes la minute. Boulet 1000 après 1000. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Voilà, moi j'ai téléphoné tout simplement parce qu'il m'est arrivé quelque chose tout à l'heure. Oui. Peut-être pas extraordinaire, je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont peut-être vécu malheureusement. Mais j'ai besoin d'avoir un avis parce que je suis un petit peu paumée, on va dire. Oui. Voilà, je suis pas toute jeune, j'ai 55 ans. J'ai rencontré il y a plus de 3 ans un monsieur qui en a 59. Oui. Nous habitions très loin, à plus de 300 kilomètres. On se voyait dès qu'on avait quelques jours de congé. Je venais chez lui. Enfin, il n'y avait pas de souci. Mm-hmm. Et puis, j'ai rencontré son fils qui a 26 ans. Oui. Qui regardait notre relation d'un très sale œil. Et puis, il y a quelques mois, l'année dernière, mon ami me dit, écoute, ça serait bien quand même si tu pouvais te rapprocher, puisque, moi, je travaille dans la fonction territoriale, donc on peut éventuellement bouger, mais lui, et dans le privé, il ne pouvait pas. Donc, je me suis rapprochée, je suis à une 30aine de kilomètres. Oui. Donc on se voit plus souvent. Et ce qui m'avait un petit peu étonnée, c'est que déjà, il me disait des fois, ah non, tu viens pas ou tu téléphones pas, mon fils est là. Bon, je disais quand même. Il vit avec lui? Son fils vit avec lui? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Pas du tout. Quand mon ami a divorcé, son fils avait 17 ans.
Et il est parti vivre chez sa mère qui, depuis 2 ans, avait un autre appartement. Et mon ami l'ignorait, en fait. Bon, enfin. Donc, j'étais un petit peu étonnée, mais sans plus. Et puis là, maintenant que je suis à côté, là, depuis à peu près 1 mois, même pas, 3 semaines, déjà, là, il y a 10 jours, il m'a dit, pendant 4 jours, tu ne viens pas, parce que mon fils est là. Bon. J'ai obéi, parce que je me suis dit, c'est quand même pas à moi de déranger toute une ordonnance familiale. Et puis, il me disait, oui, tu ne viens pas, mon fils vient, ceci. De toute façon, il m'envoie des messages. Si ta Michel est là, je ne viens pas. Vraiment du chantage. Je lui dis, mais attends, ne rentre pas dans le jeu. Il a 26 ans. Oui. Et puis là, ce soir, j'ai voulu crever l'abcès. Donc, je suis passée en coup de vent. Ils étaient en train de dîner. Et le fils s'est tourné vers mon ami. Il lui a dit, tu lui dis qu'elle s'en aille, je suis chez moi ici. Je dis, attendez, là, vous arrêtez, c'est la maison de votre papa. Il m'a sorti des tas de bêtises, on va dire. Et puis à un moment donné, il a tout envoyé en l'air. Il a attrapé la table qui était devant lui, qui est en massif. Il me l'a envoyé sur moi. Il a voulu se jeter sur moi. Son père s'est vaguement mis entre nous en me disant sauve-toi, il va te tuer. Donc je me suis sauvée dans la rue. Le fils m'a rattrapée. Heureusement, il y a une voisine qui a ouvert sa porte. Je me suis réfugiée chez la voisine. J'ai attendu et puis j'ai pris ma voiture en pleurs. Oui, je comprends. Et j'ai été au commissariat. Voilà, parce que je voulais récupérer quelques affaires qui sont toujours chez mon ami. Et puis finalement, il n'a jamais ouvert. Et je suis rentrée chez Après moi. Le commissariat, vous êtes repassé chez lui? Avec la police. Pour me avec protéger. la police. Ils n'ont pas ouvert. Ils n'ont pas ouvert. Non, il n'a pas ouvert. Mais c'est très angoissant la réaction de ce garçon-là. Il a des problèmes. Il y a des problèmes d'ordre psychique. Il vous en a parlé, son père, pour réagir comme ça? Son père le défend tout le temps. Non, mais là, c'est pas défendable. C'est pas acceptable là, la façon dont il s'est comporté. Alors, même le père lui-même ne savait plus comment le prendre, le canaliser, puisque vous me dites qu'il vous a dit sauve-toi, il va te tuer. Oui, mais sans trop intervenir non plus. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que le problème il vient aussi de là. Oui. C'est qu'à un moment, face à une agression, parce qu'il faut appeler un chat, face à une agression, alors que vous ayez eu peur et que vous ayez été fortement secoué, partir en pleurs et aller au commissariat, oui, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Mais que son père, même le père semblait avoir peur de lui. Après tout, on ne sait pas comment on réagit, mais est-ce que c'est la première fois qu'il réagissait comme ça? Ça donne l'impression que non, mais peut-être je me trompe. Comme si c'était un garçon qui a des crises comme ça. C'est un jeune de 26 ans qui n'a jamais travaillé de sa vie. La seule fois où il avait travaillé, un chef a fait une réflexion, il a démissionné. Oui, vous voyez. Oui. Et il semble. Voilà. Oui, il y a quand même. Certainement, il y a des problèmes derrière. La réaction, elle est complètement, elle est inacceptable, mais ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous voyez, on réagit pas. Qui ne vous apprécie pas, c'est une chose. Après tout, il a le droit de ne pas vous apprécier, de ne pas apprécier vous la compagne de son père, ou parce que il estime que vous remplacez sa mère, ou il ne vous apprécie pas, il n'apprécie pas votre personnalité. Mais il n'a pas à vous agresser. En plus, c'était idiot. Il a commencé à me dire vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas parce que vous me voyez. Moi, quelqu'un de 26 ans que je ne connais pas, par politesse, je vous vois. Bien sûr, je ne vais c'est pas un lui homme. Taper dans le dos. Oui. Voilà. C'est pas un enfant. C'est un homme, 26 ans. Ah oui, mais ça veut dire que vous ne le connaissez pas, c'est-à-dire qu'il n'a même pas ce que j'avais cru de toute façon percevoir, de raison objective de vous en vouloir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'altercation avec lui, il n'y a pas eu... La seule altercation que j'ai eue avec lui, c'est une fois, donc je dormais avec son père, et mon ami s'était levé, il partait travailler, donc j'étais au lit.
Et il est rentré dans la chambre alors que j'étais déshabillée et tout. Oui. Voilà. Mais il savait que vous étiez là? Non, peut-être oui, il a... oui, tout à fait, tout à fait. Alors j'en ai parlé à son père, j'ai dit attends, mais ça ne se fait pas quand même. Et son père m'a répondu mais il a l'habitude, faut pas l'en vouloir. Voilà. Mais il a l'habitude de rentrer, mais qui rentre à la limite dans la chambre de son père quand son père il dort seul. Bon, c'est leur fonctionnement, c'est différent. Mais quand vous dormiez avec son père, il a respecté votre intimité. Non, Vous voyez, mais le problème aussi, on dit ce garçon, cet homme, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est puisque même votre compagnon, donc le père, dit oui, il peut rentrer, mais enfin, et vous dans l'histoire? Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un petit gamin à qui on laisserait tout faire et il aurait tous les droits et oui, mais après ça peut expliquer que finalement on lui fait une réflexion dans son travail, il supporte pas et puis du coup il démissionne, il supporte aucune frustration finalement ce garçon, il est un peu dans la toute puissance là. Et j'ai été déçue de l'attitude de mon ami parce qu'il y a des choses que je lui avais dit qu'il a répétées à son fils pas tout à fait objectivement. Et le fils a cru bon de m'envoyer des choses dans la figure. Heureusement, comme elles étaient déformées, ça ne m'a rien fait. Que vous lui aviez dit sur son fils? Non, dans ma vie. Et là, je me suis dit, mais alors, aucun des deux n'est fiable. C'est-à-dire, quelle est leur relation? Ceci peut expliquer cela, voyez, aussi. S'ils ont une relation, ça peut expliquer aussi vous êtes l'intruse pour le fils. C'est comme si vous venez perturber cette relation qui complètement, je sais pas, entre normalement ce que vous confiez à votre compagnon de votre vie. Pourquoi va-t-il le répéter à son fils? Ça vous concerne vous? Oui. Vous n'avez pas, si vous vouliez le dire, vous l'auriez dit à son fils. Tout à fait. Donc, j'avoue que je suis un petit peu d'un côté, je me dis non, il faut mieux pas continuer. Mais c'est vrai ça que me paraît compliqué de continuer. Oui. C'est-à-dire, non, mais le problème, c'est que, vous allez bien voir déjà, compte tenu de cette agression, il vous a pas rappelé, là? Puisque vous me dites que ça... Non, rien du tout. Oui, mais déjà... Rien du tout. Et alors, quand vous y êtes allé avec la police pour récupérer vos affaires, la police n'a pas... Parce que normalement, avec la police, si la police se déplace, la police, ils doivent ouvrir la porte. Oui, il était moi, j'avais le double des clés. Oui. Et les policiers, c'est même pas tapé, ils ont cogné. On est rentré par le jardin, mais il avait laissé la clé dans la serrure, donc on ne pouvait pas rentrer pour récupérer mes affaires. Ils ont cogné, tous les voisins étaient dehors. Et il n'a jamais ouvert. Et ça les préoccupe pas, les policiers, de savoir qu'il finalement il est seul avec son fils? Non, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Son fils était là. Oui, ils n'ont pas le droit de rentrer. Finalement, il n'y avait pas. Non, j'étais pas chez moi de toute façon. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous n'étiez pas chez vous. Voilà. Donc il n'avait pas à forcer la porte d'un domicile privé dans la mesure où cet homme ne menaçait pas de se suicider ou l'entourage. Il n'y avait pas de menace particulière. Non. Donc, alors le double des clés de toute façon, je les ai mis dans la boîte aux lettres avec les policiers. Ils m'ont dit laissez tomber parce que vous risquez trop là. Ah oui, non, mais là, il faut pas revenir. Ça, c'est sûr que là, il faut pas revenir chercher vos affaires. Non. Ou au besoin, alors qu'ils vous accompagnent. Mais là, oui, alors je comprends qu'ils vous aient pas contacté dans la mesure où vous êtes revenu après avec les policiers. Mais il aurait pu vous appeler ou vous dire, il doit être sous le choc aussi. Comment voulez-vous que la relation reprenne, quand bien même votre compagnon dirait qu'il est désolé de tout ce qui s'est passé? Le problème, c'est aussi, semble-t-il, d'après ce que vous me dites, la relation qu'il a avec son fils, où il n'y a pas de place pour vous. C'est très étrange comme relation, parce que, pour vous donner un exemple, il y a des murs tapissés de photos du jeune. Et l'autre fois, j'en ai attrapé une, j'ai dit, il faudrait peut-être... Mais partout, je dis, il faudrait peut-être... Mais
les enlever. Mais les murs de quoi? Oh, du couloir, de la cuisine, de la chambre, de partout. Il est fils unique, ce garçon? Oui. D'accord. Partout. Oui, c'est curieux parce que on a des photos de ses enfants chez soi. Bon, ça c'est. Ah oui, moi j'en ai chez moi. Oui, mais pas partout. Il y a que dans les toilettes où il y en a pas. Remarquez, dans un sens, bon, tant mieux, parce que là, ça serait un peu inquiétant de mettre des photos, ou alors on peut, oui, non, mais enfin, en général, on met pas des photos dans les toilettes, ouais. Voilà, et donc j'ai voulu en Oui, c'est étrange, oui. Et mon ami m'a sauté dessus, avec les yeux complètement exorbités la semaine dernière. Je lui ai dit, mais attends, mais ça va pas, mais vous avez un problème, tous les deux. Ben oui, ils ont un problème, oui. Donc vous avez fait les frais ce soir. Oui, ils ont vécu, oui, je sais pas, mais visiblement, il y a quelque chose, vous connaissez pas au fond quelle est l'histoire, quel est le lien qu'il y a entre eux, il y a des choses, en tout cas, il n'y a pas de, la femme, c'est pas lié à votre personnalité, je pense, hein, quelle que soit la femme. Il y a quelque chose qui est vous êtes l'intruse, mais en plus vous héritez. Après, il y a un problème. Vous savez pas quelle relation ce garçon avait avec sa mère. Vous voyez, il y a tout cet héritage-là que vous ne connaissez pas. Il y a la relation qu'il a aujourd'hui avec son père. En tout cas, vous, quelle place vous avez après une agression de la sorte? Je vois vraiment pas comment vous pouvez continuer une relation, hein. Oui, il m'a dit quelque chose qui m'a choquée. C'est vrai que mon ami est très très gentil, il est même trop gentil. Donc il n'est pas courageux en plus au point de vue caractère. Et le fils m'a balancé dans la figure depuis 3 ans, c'est l'enfer, tu manipules mon père, c'est pas vivable. Enfin bon, il m'a accusé des pires mots, quoi. Comme si En présence de votre compagnon? Oui, il était assis. Et qu'est-ce qu'il disait, votre compagnon? Rien. Oui, alors il y a Brigitte qui dit il a peur de perdre son fils. Elle ajoute c'est une relation post-séparation douloureuse. On minimise les dégâts de ces choses-là, dit Brigitte. Bon, que ça soit douloureux, une séparation pour les différents protagonistes, en particulier pour les enfants, oui, vous dites que les parents sont séparés quand il avait 17 ans, mais pour autant, ça ne justifie pas toutes les attitudes. Et cet homme qui, même s'il a peur de perdre son fils, en tout cas, il ne lui rend pas service en agissant comme il agit avec lui. Parce qu'il y a quand même des limites à poser qui n'ont pas été posées en temps et en heure, semble-t-il. Et là, on est face à un homme de 26 ans et qui va pas bien. Parce que bien sûr qu'il va pas bien pour réagir de la sorte. Pour autant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire sinon fuir? C'est ce que vous recommande, vous recommande beaucoup d'auditeurs qui disent. Alors Yanouchka qui dit la fille de mon ami ouvrait régulièrement la porte de notre chambre. Il n'y a pas de place pour une compagne. Là aussi, c'est effectivement ça s'apprend. Alors bon, ça peut arriver au départ, ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, mais là c'est plus un enfant, il a 26 ans, d'expliquer que la chambre, si l'enfant a pris l'habitude de vivre avec son père ou sa mère, bon, et parfois de venir un peu faire des câlins dans le lit de son père ou de sa mère, tout d'un coup l'arrivée d'un compagnon ou d'une compagne, ça peut poser problème. Mais là aussi, on l'apprend à respecter l'intimité comme on respecte l'intimité de l'enfant. Ça marche dans les deux sens. Mais bon, beaucoup d'auditeurs, Fabiolo dit un homme qui ne prend pas votre défense, c'est inadmissible, porter plainte et rompre serait une solution, et porter plainte pour vous protéger. Dominique qui dit aussi c'est grave et qui vous conseille de quitter tout le monde, aussi bien le père que le fils, parce qu'il dit c'est vraiment une source de problèmes pour l'avenir. Bon, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez de toute façon? Je vois pas comment ça peut continuer comme ça. Parce que quelle est la place qui vous serait faite? Vous voyez, il faudrait vraiment que leur relation évolue. Or, la relation, c'est comme si c'est pas le même amour, c'est pas le même attachement. Donc normalement, il n'y a pas de, comment dire, de comparaison. Il n'y a pas de hiérarchie à faire. Il devrait pas avoir de choix à faire. Tout à fait. On ne peut pas vous mettre en compétition. Or là, il y a une compétition. C'est pas possible. Moi-même, j'ai des enfants, je suis grand-mère et je peux vous assurer que mes enfants restent à leur place. Et c'est pour ça que je téléphonais, parce que malheureusement, dans ma tête, je me dis, bon, c'est pas la peine de continuer, mais c'est vrai que ça fait mal dans le cœur. Oui, je comprends, mais
Mais bon, pour autant, au sein de cette relation, et puis compte tenu de ce passage à l'acte là, ça peut pas. Je ne vois pas comment ça peut évoluer de façon positive pour vous. Hein. Ah oui, mais de toute façon, j'ai à moins que ce passage à l'acte soit l'occasion pour cet homme et pour votre compagnon et pour son fils d'une prise de conscience qu'il y a quelque chose dans leur relation, que quelque chose va très mal. Hein. Et qu'il y ait de la culpabilité, parce que ça serait, vous voyez, la culpabilité ferait qu'il pourrait demander de l'aide en disant mais qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai quand même été, j'ai comme on dit familièrement pété un câble, j'ai craqué, il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut que je me fasse aider. Enfin, il y a quelque chose, je vais pas bien. Là, bon, mais bon, est-ce qu'il éprouve de la culpabilité ? Est-ce que vous voyez, donc non, franchement, il n'en éprouve pas. C'est lui le roi. Ben oui, mais on lui laisse malheureusement cette place-là. Donc vous, écoutez, vous pouvez que tirer votre révérence. Hein. Oui, j'ai pas ma place. Je crois pas. Non, je ne crois pas. Voilà, vraiment. Mais voilà, c'est pas lié à vous, c'est lié, c'est lié à. Je vous dis, finalement, cet homme est aussi victime de. Enfin, je dis pas votre compagnon, je sais pas si cet homme de 26 ans hérite de tout un tas de choses et on lui a laissé une place, oui, qui est très particulière et bon, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien, mais vous, il vaut mieux tirer votre révérence. Hein. Ouais. Bon courage. Ce qui est triste, c'est que j'ai tout laissé tomber pour. Mais bon, c'est pas grave, il faut que je rebondisse. Je vous dis, à moins que cet homme vous dise oui, là j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y ait des choses qui soient clairement posées. Il peut y avoir cette éventualité-là, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que ça peut être parfois un passage à l'acte, l'occasion d'une prise de conscience, auquel cas... mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous revenir vers lui après comme ça, sans que rien ne soit clairement parlé, après un tel passage à l'acte, hein, qui est grave. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Bon courage, Merci Michel, beaucoup. c'est pas facile, hein. Bon courage. Merci à vous. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is life, but if I tell the world, I'll never say enough, 'cause ça fait du bien de retrouver ce tube d'Adèle, Chasing Pavements. Un petit message de Zélie pour Michel qui dit faites au moins une main courante, voire une plainte. On ne sait jamais. Bon courage à vous. Michel nous disait qu'elle était allée au commissariat, donc je pense qu'on lui a conseillé de le faire. Et puis un message encore pour Émile, le jeune homme de 18 ans qui n'avait pas envie d'entrer en terminale bac pro. Katou dit pour ce jeune homme là qui ne souhaite pas passer son bac, eh bien mon fils voulait arrêter lui sa scolarité fin seconde. Je l'ai vraiment encouragé pour le bac aujourd'hui. Il est avocat d'affaires à Paris et il en est très heureux. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil amical à Maryse qui vient de m'envoyer un petit mail, son premier, pour me dire très heureuse d'être avec vous ce soir. Je viens enfin de comprendre comment vous envoyer un mail. Pourtant, je suis assidue depuis 8 ans environ. Bravo Maryse. Vous allez m'apprendre comme ça. Vous allez pouvoir m'apprendre à envoyer un mail. Je compte sur vous. Allez, on va accueillir Marie. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Voilà, je ne sais pas si vous expliquez pourquoi je vous appelle. Oui, c'est en 2010, il vous est arrivé donc un événement dont vous ne vous souvenez pas, mais que vous a rapporté votre fille. Oui. Votre fille, en fait, vous ne la reconnaissiez pas. Oui.
Et vous disiez, vous-même, vous vous présentiez sous votre nom de jeune fille? Oui, puis je me rappelais plus bien. Je lui disais, vous n'êtes pas ma fille. Et je reconnaissais plus personne, quoi. Oui. Et je peux vous dire, Caroline, que je sais pas exactement. Ça a commencé à partir de 50 ans parce que j'avais un mari que j'ai dû soigner, élever les enfants en même temps. Et puis il a été en invalidité. Ça a été une baisse de salaire, ça a été la misère totale, presque l'exclusion de l'appartement. J'ai 3 enfants. Et puis jusqu'à 50 ans, oui. Je n'ai pas fait de dépression, quoi. J'avais plein de misère, et quand j'ai plus de soucis d'argent, c'est là que j'ai fait la dépression. Mais ce qui me tracasse le plus, c'est parce que j'ai été internée plusieurs fois. Hein. Oui, suite à cet épisode-là. Vous avez été internée en psychiatrie. Oui. Oui. Mais avec mon accord, hein, parce que je faisais la dépression. Ce qui n'a pas été le cas en 2010. Hein. Oui, parce que ce que vous décrivez, ce ne sont pas des symptômes de dépression, là, en 2010. Bah écoutez, les docteurs ne savent pas ce que... Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a duré longtemps? Ça a duré 8 jours, parce que ça a commencé par une forte fièvre, et puis un délire total. Et vous avez eu de la fièvre auparavant? Oui, très forte fièvre, et je me plaignais, j'avais mal partout. Et puis, je reconnaissais plus personne, c'était le délire complet. Oui. Et puis, figurez-vous, Caroline, que je viens de retrouver dans un sac à main que j'avais en 2010, sur une feuille, j'avais marqué « Je m'appelle Marie, ils m'ont fait boire et je n'y comprends plus rien. » Est-ce que c'était le délire, vous pensez? Et vous avez retrouvé ce papier dans votre sac? Oui, là, récemment, oui. Récemment. Mais là, je voulais vous demander une chose, parce que moi, donc, suite à ces dépressions, et puis j'en ai dans ma famille, c'est ce que je disais à votre collaborateur, quoi. Ça m'inquiète parce que j'ai eu des suicides, et moi, j'ai fait une tentative de suicide à la première année de dépression, c'est-à-dire à 50 ans. Et... moi, j'ai réfléchi beaucoup là maintenant. Sur ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui vous inquiète? Sur pourquoi vous avez un moment déconnecté comme ça, pas de toute réalité, mais c'est-à-dire comme si vous étiez revenue jeune fille. Voilà. C'est ça, hein, c'est-à-dire vous étiez vous-même, mais à une autre époque de votre vie. C'est-à-dire pas encore mariée, pas encore avec des enfants. Peut-être c'était comment dans votre jeunesse, à ce moment-là de votre vie? Peut-être vous étiez une jeune fille. C'était un moment plus heureux de votre vie par rapport à cette période où vous dites à 50 ans, c'était vraiment une période très très difficile de votre vie où toutes les difficultés se sont accumulées. Oui, je n'ai rien dit à personne parce que Caroline, quand on veut vraiment se suicider, on n'en parle pas. Hein. J'ai dit seulement ma fille la veille, que j'ai vue la veille avec une de mes petites filles qui était bébé. Je suis fatiguée. Elle m'a dit, écoute maman, tu as beaucoup de problèmes, tu soignes papa, il faut te reposer. Et puis le lendemain, je suis allée dans un magasin, je n'ai rien dit à mon mari. Et il s'est pas aperçu que j'avais pris mon sac à main pour faire mes courses, alors que d'habituellement je fais pas ça. Et j'ai acheté de la confiture dans ce grand magasin. Je suis sortie, je suis allée dans les toilettes, et puis j'avais pris 3. Ne donnez pas de nom de médicaments. Hein. Non, 3 boîtes de neurologue. De médicaments. Oui, voilà. Oui. Et je les ai avalés. Oui. Je suis sortie. Et puis, je crois que j'ai eu peut-être un réflexe d'aller voir ma fille, une autre de mes filles qui était dans la ville où j'habite. Et sur le chemin, je suis tombée, quoi. Je me suis écroulée dans la rue. Donc, la personne qui m'a trouvée a appelé les pompiers, puis on m'a emmenée à l'hôpital, lavage d'estomac, et puis après, j'en avais seulement parlé à un médecin généraliste qui me soignait pour des ennuis de santé.
physique, quoi. Et après, vous avez été suivie par rapport à ces épisodes, puisque c'est par moments cette grande lassitude, cette dépression, vous avez été suivie sur le plan psychologique. Oui. Mais ça se calmait. Je restais 1 an ou 2 ans sans suivi, sans médicaments, puis ça recommençait. Est-ce que là, vous êtes suivi suite à justement cet épisode qui est survenu en 2010, j'imagine, après, donc, vous avez été hospitalisé, votre demande. Est-ce que vous Excusez-moi, Caroline, je vais raconter quelque chose. J'ai perdu mon mari en 2008. Et j'étais toujours dépressive parce que, ça a été dur, comment vous expliquer. Il est mort en 3 mois et demi d'un cancer du poumon. Et comme il était plus âgé que moi de 17 ans, vous voyez, ça a été très rapide. Il a eu d'autres maladies, donc son corps n'a pas... Et le psychiatre m'a dit après, parce que j'ai fait... Ça, c'était au mois de novembre 2008. J'ai fait une dépression au mois de février 2009, d'abord. J'ai replongé, là. Et sans faire de tentative de suicide, ça a été l'internement avec mon accord. Et comment vous expliquer, le psychiatre m'avait dit, mais toutes ces dépressions et ça vient aussi que vous n'avez pas fait le deuil de votre mari, c'était très récent. Et puis il me dit, mais vous avez le symptôme de l'abandon. J'ai dit, mais docteur, expliquez-moi, je comprends pas. Il me dit, mais est-ce que vos parents vous aimaient? J'ai dit oui, ils m'aimaient. Est-ce que votre mère ne vous avait pas fait des choses? Et puis, maintenant, j'ai réfléchi plus tard et je m'aperçois que ma maman ne m'aimait pas. Elle me battait. Mais vous savez, quand c'est comme ça, on aime toujours ses parents quand s'ils vous font des choses qui sont pas normales. Vous voyez, elle me battait à coups de martinet, elle me soignait pas. Oui, il induisait beaucoup vos réponses en même temps, ce psychiatre, je trouve. Oui. Par les questions qu'il posait. Oui. Enfin, c'est-à-dire il posait des questions telles que finalement ça induisait presque certaines réponses. Oui. Normalement, on laisse un peu le champ libre. On peut poser des questions, mais là c'était très très direct. Alors que vous ayez découvert qu'il y avait un manque affectif, un manque d'amour, mais est-ce que vous continuez à être suivi aujourd'hui? Parce que vous vous interrogez visiblement. Oui, est-ce que vous continuez? J'ai peur de cette confusion mentale. Vous avez peur de quoi? De que ça revienne? Oui. Pourquoi? Vous vous sentez fatigué en ce moment? Non, au contraire, parce que ça me donnait une paralysie, mais je me dis, mais la dépression, ça donne pas de paralysie. Non. Et j'ai arrêté tous les médicaments petit à petit, là. Est-ce que vous avez fait un bilan neurologique aussi? Oui, on a fait des scanners, tout ça. Ça a été fait quand j'ai fait la confusion. On n'a jamais retrouvé. D'accord, parce que c'est ce que j'allais vous demander quand même. Est-ce que sur le plan neurologique, y a rien? Vous avez vu un neurologue, neuropsychiatre? Oui, j'en ai vu 3. D'accord. Et on n'a pas trouvé. Bon, tant mieux. Déjà, c'est quand même important de voir que vous n'avez pas une maladie organique dégénérative qui pourrait expliquer ça, et que peut-être c'est effectivement ces états de dépression successifs, cette immense fatigue, qui fait qu'à un moment vous avez un peu déconnecté. Est-ce qu'on n'a pas parlé de bouffée délirante? Oui. On a évoqué ce terme, bouffée délirante aiguë? Oui. Parce que j'avais tendance aussi à sortir de chez moi, à me retrouver complètement hébétée dans la rue, quoi. En ne sachant plus où j'habitais aussi. D'accord. Oui, voilà. Oui. Alors, si vous voulez, vous pouvez avoir comme ça un moment, un épisode où vous déconnectez comme ça un peu de la réalité qui était la vôtre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous étiez vous étiez déjà mère, c'est comme si toute une partie de votre vie avait été effacée. Oui. Et que vous étiez un peu dans cet état d'hébétude et autres. Oui. Bon,
Donc, ça peut arriver, c'est-à-dire qu'à un moment, notre appareil psychique, j'en parlais hier, je ne sais plus à quel propos, je disais, évidemment, c'est une image qui peut paraître très sommaire, mais c'est un peu comme une installation électrique parfois, et par moments, ça peut disjoncter. Hein. Alors, c'est vrai que sous l'effet d'un fort stress, sous l'effet d'une grande fatigue, et si vous voulez, alors je ne sais pas, puisque moi, je ne peux pas poser un diagnostic à l'antenne, et vous dites que même les psychiatres étaient un petit peu ne savaient pas très bien, donc c'est pour ça que je demande si est-ce que à un moment ça a pu être évoqué. C'est vrai que par exemple, en ce qui concerne les bouffées délirantes aiguës, comme le nom l'indique, c'est un épisode aigu de délire, mais qui peut très bien ne survenir qu'une fois. Oui. Et surtout, à votre âge, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est chez des plus jeunes, on peut se dire, est-ce que c'est l'entrée? Parfois, ça peut être l'entrée dans la schizophrénie, ou ça peut être, dans d'autres formes de psychose. Excusez-moi de vous couper, Caroline. Oui. Je vais vous demander, parce qu'on a fait des électrochocs suite à cette confusion mentale. Ah oui, d'accord. Oui. Et moi, j'ai eu longtemps l'impression de perdre la mémoire, vous voyez. Puis ça revient par flash. Ça revient, oui. Mais pas, j'ai les confusions sur les années, vous voyez. C'est ma fille qui est obligée de me raconter. Parce que moi, je me souviens de rien du tout. Absolument de rien. De cet épisode-là, vous voulez dire que vous vous souvenez de rien, c'est par rapport à cet épisode. Oui, mais ça se comprend. Et puis j'ai beaucoup de choses je vais faire quelque chose, je m'en souviens plus 5 minutes après, quoi. Et ça aujourd'hui encore? Oui. Oui. Tout ça, c'est... Et Candy, là vous êtes suivie actuellement? J'ai pas retourné j'étais suivie par le médecin généraliste, c'est-à-dire quand je me sentais vraiment pas mal, je prenais pas de rendez-vous, j'y allais directement, quoi. Et puis... Vous alliez directement chez qui? Chez le médecin généraliste, et puis j'étais suivie par un psychiatre. J'étais suivie. Et pourquoi vous n'allez plus le voir, le psychiatre? Parce que ça ne marchait plus, quoi. Qu'est-ce qui ne marchait plus? J'avais l'impression de ne pas être comprise dans ce que je lui racontais, quoi. C'était ce psychiatre qui vous parlait de votre enfance, des liens avec vos parents? Non. Ça, c'était à l'internement. En hôpital psychiatrique. Et il m'a suivi 2 fois, en 2009 et 2010. Quoi. Avec lui, vous vous sentiez mieux comprise? Ah oui, mais je peux pas. Il ne soigne pas les clients en dehors. Il ne revoit pas ses malades en dehors de l'hôpital. Oui, c'est quelqu'un de très, très... Il a des consultations en dehors, mais... avec des gens qui ne voient pas à l'hôpital, qui ne sont pas les mêmes. D'accord. Je ne peux pas le revoir. Oui. Est-ce qu'il ne pourrait pas vous conseiller quelqu'un? J'ai bien envie de l'appeler puis lui demander conseil. Oui, vous pourriez, parce que si en général vous avez, alors c'est pas lui, mais vous avez bien accroché avec lui, vous vous sentiez en confiance. Vous pourriez lui demander quelqu'un vers qui il pourrait vous adresser. Vous pourriez vous recommander de lui. Parce que j'allais au CMP de la ville, mais c'est pareil, c'était un monsieur, il me disait faut partir en maison de retraite. Mais à mon âge... puis vous avez quel âge? 64 ans. Oui, c'est jeune, oui, pour être en maison de retraite. Oui. Mais pourquoi il vous disait ça? Je ne sais pas. Et j'ai arrêté parce que ça ne marchait pas non plus avec lui. Vous vivez seul? Oui. Là, ou en ce moment, vous vivez seul. Vos enfants, votre fille est proche de vous géographiquement? J'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et la fille aînée fait de la dépression aussi. Et mon fils ne me parle plus. Ça m'ennuie beaucoup, ça fait beaucoup de chagrin. Ça vous soucie, oui. Et puis, il n'y a que ma dernière fille qui est vraiment... qui est proche de chez moi. Et vous arrivez à vous organiser dans les journées maintenant, oui. Oui? Oui. Parce que j'étais obligée pour sortir de l'internement, j'ai dû prendre une aide... ménagère? Non, une auxiliaire de vie. D'accord. Parce que ça allait vraiment pas, je passais mes journées à dormir. Oui. Et elle voit la différence maintenant. D'accord.
Donc Mais aujourd'hui, vous ne dormez plus toute la journée. Ah non, c'est terminé. Vous pouvez faire vos courses. J'ai repris toutes mes activités. Je ne pouvais plus lire mon journal tous les matins. Bon. Je pouvais plus faire de mots Donc ça va croisés, mieux. plus rien. Donc Oui, ça va mieux si vous pouvez lire le journal, faire des mots croisés. Vous voyez, c'est que vous arrivez à vous concentrer. Oui, voilà. Hein? Je pouvais plus C'est bon regarder signe, ça. un film à la télévision. Oui, mais il se peut que vous avez traversé une période d'immense fatigue et qu'à un moment, ça vous est, il y a eu trop de, comme vous dites, il y a eu trop de choses qui se sont accumulées. Oui. Et dans votre vie, hein, où vous dites cette période des 50 ans où il y a vraiment les gros soucis qui se sont accumulés de tous côtés, la perte après de votre mari, et vous savez, parfois ça peut faire écho en plus, déjà ça peut suffire à s'écrouler, et puis ça peut faire écho à des choses qu'on a vécues dans le passé, dans son histoire, et le passé et le présent s'en mêlent, et on ne sait plus très bien où on en est. Vous savez, on a toujours deux films dans notre vie, le film du passé et le film du présent. Le film de notre histoire passée, de notre enfance, de notre petite enfance même, et puis ce qu'on vit dans le présent. Et puis à un moment, si vous voulez, dans l'inconscient, notre inconscient, il ignore le temps. Hein. Et ces deux films, à un moment, ils peuvent complètement ils se superposent et à un moment se rejoindre. Et vous, dans cet épisode, vous êtes un peu délirant, vous étiez redevenue la jeune fille. Pourquoi ? Bon, peut-être que c'était un moment plus heureux de votre vie ou je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ça veut pas dire que vous allez recommencer ça, que vous allez à nouveau avoir un épisode de ce type. C'était peut-être parce qu'il y avait trop de fatigue à ce moment-là, mais c'est vrai que ce qui serait préférable, c'est quand même que vous puissiez avoir un lieu, un peu être suivi, pouvoir ne serait-ce que parler de vos inquiétudes, et puis une vie quand même assez calme, vous voyez ? Mais pouvoir parler, et je pense, moi, je vous inviterai à contacter le psychiatre avec qui vous aviez noué une bonne relation lorsque vous étiez hospitalisé, pour lui demander les coordonnées de quelqu'un vers qui il pourrait vous adresser. Si c'est pas possible, demandez à votre médecin traitant, puisque vous avez arrêté celui qui vous suivait parce que ça ne se passait pas bien, enfin, vous trouviez que vous n'avanciez pas. Et vous avez eu raison de le faire. Hein, quand vous vous sentez pas en confiance, c'est bien d'arrêter. Mais ça vaut le coup. En revanche, je resterai pas sans suivi. Oui. Vous voyez, je vous conseille vraiment de reprendre, de rappeler le psychiatre et qui vous oriente, qui vous donne les coordonnées de quelqu'un et vous pourriez vous recommander de lui. D'accord ? Bon courage. Merci bon beaucoup, courage, Caroline. Marie. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche. Toujours autant de talent. Benjamin Biolay aime mon amour. Voilà, c'est son dernier disque. Il est l'heure de nous quitter. Quoi, mon Fifi ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'espère que vous avez bien noté notre nouveau rendez-vous. Hein. On ne se retrouve pas le vendredi, là, mais le dimanche maintenant. Donc notez bien, voilà, ce sera la fin de semaine, mais d'ici là, on se retrouve demain. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est 1h sur Europe 1.